Le journal d'une femme de chambre. Chapitre 2. 15 septembre. Je n'ai pas encore écrit une seule fois le nom de mes maîtres. Ils s'appellent d'un nom ridicule et comique. Lanlaire. Monsieur et Madame Lanlaire. Monsieur et Madame Vatfer Lanlaire. Vous voyez d'ici toutes les bonnes plaisanteries qu'un tel nom comporte et qu'il doit forcément susciter. Quant à leurs prénoms, ils sont peut-être plus ridicules que leurs noms, et si j'ose dire, ils le complètent. Celui de monsieur est Isidore, Euphrasie celui de madame. Euphrasie, je vous demande un peu. La mercière, chez qui je suis allée tantôt pour un rassortiment de soie, m'a donné des renseignements sur la maison. Ça n'est pas du joli. Mais pour être juste, je dois dire que je n'ai jamais rencontré une femme si rosse et si bavarde. Si ceux qui fournissent mes maîtres en parlent ainsi, comment doivent en parler ceux qui ne les fournissent pas? Ah, ils ont de bonnes langues en province, mazette. Le père de monsieur était fabricant de draps et banquier à Louviers. Il fit une faillite frauduleuse qui vida toutes les petites bourses de la région. Et il fut condamné à 10 ans de réclusion, ce qui, en comparaison des faux, abus de confiance, vols, crimes de toutes sortes qu'il avait commis, fut jugé très doux. Durant qu'il accomplissait sa peine à Gaillon, il mourut. Mais il avait eu soin de mettre de côté et en sûreté, paraît-il, 450 000 francs, lesquels, habilement soustraits aux créanciers ruinés, constituent toute la fortune personnelle de monsieur. Et allez donc, ça n'est pas plus malin que ça d'être riche. Le père de madame, lui, c'est bien pire, quoiqu'il n'ait point été condamné à de la prison et qu'il ait quitté cette vie respectée de tous les honnêtes gens. Il était marchand d'hommes. La mercière m'a expliqué que sous Napoléon III, tout le monde n'étant pas soldat comme aujourd'hui, les jeunes gens riches, tombés au sort, avaient le droit de se racheter du service. Ils s'adressaient à une agence ou à un monsieur qui, moyennant une prime, variant de 1000 à 2000 francs selon les risques du moment, leur trouvait un pauvre diable, lequel consentait à les remplacer au régiment pendant 7 ans et, en cas de guerre, à mourir pour eux. Ainsi, on faisait en France la traite des Blancs, comme en Afrique la traite des Noirs. Il y avait des marchés d'hommes, comme des marchés de bestiaux pour une plus horrible boucherie. Cela ne m'étonne pas trop. Est-ce qu'il y en a plus aujourd'hui? Et que sont donc les bureaux de placement et les maisons publiques, sinon des foires d'esclaves et des étals de viande humaine? D'après la mercière, c'était un commerce fort lucratif, et le père de madame, qui l'avait accaparé pour tout le département, s'y montrait d'une grande habileté, c'est-à-dire qu'il gardait pour lui et mettait dans sa poche la majeure partie de la prime. Voici 10 ans qu'il est mort, maire du Mesnil-le-Roi, suppléant du juge de paix, conseiller général, président de la fabrique, trésorier du bureau de bienfaisance, décoré, et en plus du prieuré qu'il avait acheté pour rien, laissant 1200 000 francs, dont 600 000 sont allés à madame. Car madame a un frère qui a mal tourné, et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Eh bien, on dira ce qu'on voudra, voilà de l'argent qui n'est guère propre, si tant est qu'il y en ait qui le soit. Pour moi, c'est bien simple, je n'ai vu que du sale argent, et que de mauvais riches. Les Lanlaire, est-ce pas à vous dégoûter, ont donc plus d'1 million. Ils ne font rien que d'économiser, et c'est à peine s'ils dépensent le tiers de leur rente. Rognant sur tout, sur les autres et sur eux-mêmes, chipotant âprement sur les notes, reniant leurs paroles, ne reconnaissant des conventions acceptées que ce qui est écrit et signé, il faut avoir l'œil avec eux. Et dans les rapports d'affaires, ne jamais ouvrir la porte à une contestation quelconque. Ils en profitent aussitôt pour ne pas payer,
surtout les petits fournisseurs qui ne peuvent supporter les frais d'un procès et les pauvres diables qui n'ont point de défense. Naturellement, ils ne donnent jamais rien, si ce n'est de temps en temps à l'église, car ils sont fort dévots. Quant aux pauvres, ils peuvent crever de faim devant la porte du prieuré, implorer et gémir. La porte reste toujours fermée. Je crois même, disait la mercière, que s'ils pouvaient prendre quelque chose dans la besace des mendiants, ils le feraient sans remords avec une joie sauvage. Et elle ajoutait à titre d'exemple monstrueux: ainsi, nous tous ici, qui gagnons notre vie péniblement, quand nous rendons le pain béni, nous achetons de la brioche. C'est une question de convenance et d'amour-propre. Eux, les salpingres, ils distribuent quoi? Du pain, ma chère demoiselle. Et pas même du pain blanc, du pain de première qualité. Non, du pain d'ouvrier. Est-ce pas honteux? Des personnes si riches. Même que la Pommier, la femme du tonnelier, a entendu un jour madame Lanlaire dire au curé, qui lui reprochait doucement cette crasserie: monsieur le curé, c'est toujours assez bon pour ces gens-là. Il faut être juste, même avec ses maîtres. S'il n'y a qu'une voix sur le compte de madame, on n'en veut pas, monsieur. On ne déteste pas, monsieur. Chacun est d'accord pour déclarer que monsieur n'est pas fier, qu'il serait généreux envers le monde et ferait beaucoup de bien s'il le pouvait. Le malheur est qu'il ne le peut pas. Monsieur n'est rien chez lui, moins que les domestiques, pourtant durement traités, moins que le chat, à qui on permet tout. Peu à peu, et pour être tranquille, il a abdiqué toute autorité de maître de maison, toute dignité d'homme aux mains de sa femme. C'est madame qui dirige, règle, organise, administre tout. Madame s'occupe de l'écurie, de la basse-cour, du jardin, de la cave, du bûcher, et elle trouve à redire sur tout. Jamais les choses ne vont comme elle voudrait, et elle prétend sans cesse qu'on la vole. Ce qu'elle a un œil, c'est inimaginable. On ne lui pose pas de blagues, bien sûr, car elle les connaît toutes. C'est elle qui paie les notes, touche les rentes et les fermages, conclut les marchés. Elle a des roueries de vieux comptables, des indélicatesses d'huissiers véreux, des combinaisons géniales d'usuriers. C'est à ne pas croire. Naturellement, elle tient la bourse, férocement, et elle n'en dénoue les cordons que pour y faire entrer plus d'argent, toujours. Elle laisse monsieur sans un sou. C'est à peine s'il a de quoi s'acheter du tabac, le pauvre. Au milieu de sa richesse, il est encore plus dénué que tout le monde ici. Pourtant, il ne bronche pas. Il ne bronche jamais. Il obéit, comme les camarades. Ah, ce qu'il est drôle des fois, avec son air de chien embêté et soumis. Quand, madame étant sortie, arrive un fournisseur avec une facture, un pauvre avec sa misère, un commissionnaire qui réclame un pourboire, il faut voir monsieur. Monsieur est vraiment d'un comique. Il fouille dans ses poches, se tâte, rougit, s'excuse, et il dit, l'œil piteux: tiens, je n'ai pas de monnaie sur moi. Je n'ai que des billets de 1000 francs. Avez-vous de la monnaie de 1000 francs? Non? Alors il faudra repasser. Des billets de 1000 francs. Lui, il n'a jamais 100 sous sur lui, jusqu'à son papier à lettres que madame renferme dans une armoire dont elle a seule la clé et qu'elle ne lui donne que feuille par feuille, en grognant. Merci, tu en uses du papier. À qui donc peux-tu écrire pour en user autant? Ce qu'on lui reproche seulement, ce que l'on ne comprend pas, c'est son indigne faiblesse, et qu'il se laisse mener de la sorte par une pareille mégère. Car enfin, personne ne l'ignore, et madame le crie assez par-dessus les toits. Monsieur et madame ne sont plus rien l'un pour l'autre. Madame, qui est malade du ventre et ne peut avoir d'enfant, ne veut plus entendre parler de la chose. Il paraît que ça lui fait mal à crier. À ce propos, il circule dans le pays une bonne histoire.
Un jour, à la confession, madame expliquait son cas au curé et lui demandait si elle pouvait tricher avec son mari. « Qu'est-ce que vous entendez par tricher, mon enfant ?» fit le curé. « Je ne sais pas au juste, mon père, » répondit madame, embarrassée. « De certaines caresses. »« De certaines caresses ? Mais, mon enfant, vous n'ignorez pas que de certaines caresses, c'est un péché mortel. » « C'est bien pour cela, mon père, que je sollicite l'autorisation de l'Église. »« Oui, oui, mais enfin, voyons, de certaines caresses, souvent. » « Mon mari est un homme robuste, de forte santé, 2 fois par semaine, peut-être. » « 2 fois par semaine ? C'est beaucoup, c'est trop, c'est de la débauche. Si robuste que soit un homme, il n'a pas besoin 2 fois par semaine de certaines caresses. » Il demeura quelques secondes perplexe, puis finalement « Eh bien, soit, je vous autorise à de certaines caresses 2 fois par semaine, à condition toutefois, primo, que vous n'y prenez, vous, aucun plaisir coupable. Oh, je vous le jure, mon père. Secondo, que vous donnerez tous les ans une somme de 200 francs pour l'autel de la très sainte Vierge. » « 200 francs ?» sursauta madame. « Pour ça ? Oh, non !» Et elle envoya promener le curé en douceur. « Alors, terminait la mercière qui me faisait ce récit, pourquoi monsieur est-il si bon, est-il si lâche envers une femme qui lui refuse non seulement de l'argent, mais du plaisir? C'est moi qui la mettrai à la raison, et rudement encore. Et voici ce qui arrive quand monsieur, qui est un homme vigoureux, extrêmement porté sur la chose, et qui est aussi un brave homme, veut se payer, dame, écoutez donc, une petite joie d'amour, une petite charité envers un pauvre. Il en est réduit à des expédients ridicules, des carottages grossiers, des emprunts pas très dignes, dont la découverte par madame amène des scènes terribles, des brouilles qui souvent durent des mois entiers. On voit alors monsieur s'en aller par la campagne et marcher comme un fou, faisant des gestes furieux et menaçants, écrasant des mottes de terre, parlant tout seul dans le vent, dans la pluie, dans la neige, puis rentrer le soir chez lui, plus timide, plus courbé, plus tremblant, plus vaincu que jamais. Le curieux et le mélancolique aussi de cette histoire, c'est qu'au milieu des pires récriminations de la mercière, parmi ces infamies dévoilées, ces saletés honteuses qui se colportent de bouche en bouche, de boutique en boutique, de maison en maison, je sens que dans la ville, on jalouse les Lanlaire, plus encore qu'on les mésestime. En dépit de leur inutilité criminelle, de leur malfaisance sociale, malgré tout ce qu'ils écrasent sous le poids de leurs hideux millions, c'est ce million qui leur donne quand même une auréole de respectabilité et presque de gloire. On les salue plus bas que les autres, on les accueille avec plus d'empressement que les autres. On appelle, avec quelle complaisance servile, la salbicoque où ils vivent, dans la crasse de leur âme, le château. À des étrangers qui viendraient s'enquérir des curiosités du pays, je suis sûre que la mercière elle-même, si haineuse, répondrait « Nous avons une belle église, une belle fontaine, nous avons surtout quelque chose de très beau, les Landaire. Les Landaire qui possèdent 1 million et habitent un château. Ce sont d'affreuses gens et nous en sommes très fiers. » L'adoration du million. C'est un sentiment bas, commun non seulement aux bourgeois, mais à la plupart d'entre nous, les petits, les humbles, les sans le sou de ce monde. Et moi-même, avec mes allures en dehors, mes menaces de tout casser, je n'y échappe point.
moi que la richesse opprime, moi qui lui dois mes douleurs, mes vices, mes haines, les plus amères d'entre mes humiliations et mes rêves impossibles, et le tourment à jamais de ma vie, eh bien, dès que je me trouve en présence d'un riche, je ne puis m'empêcher de le regarder comme un être exceptionnel et beau, comme une espèce de divinité merveilleuse, et malgré moi, par-delà ma volonté et ma raison, je sens monter du plus profond de moi-même vers ce riche très souvent imbécile et quelquefois meurtrier, comme un encens d'admiration. Est-ce bête? Et pourquoi? Pourquoi? En quittant cette salle mercière et cette étrange boutique, où d'ailleurs il me fut impossible de rassortir ma soie, je songeais avec découragement à tout ce que cette femme m'avait raconté sur mes maîtres. Il bruinait. Le ciel était crasseux, comme l'âme de cette marchande de potins. Je glissais sur le pavé gluant de la rue, et, furieuse contre la mercière, et contre mes maîtres, et contre moi-même, furieuse contre ce ciel de province, contre cette boue dans laquelle pataugeait mon cœur et mes pieds, contre la tristesse incurable de la petite ville, je ne cessais de me répéter « Eh bien, me voilà propre !» Il ne me manquait plus que cela, et je suis bien tombée. Ah oui, je suis bien tombée. Et voici du nouveau. Madame s'habille toute seule et se coiffe elle-même. Elle s'enferme à double tour dans son cabinet de toilette, et c'est à peine si j'ai le droit d'y entrer. Dieu sait ce qu'elle fait là-dedans, des heures et des heures. Ce soir, n'y tenant plus, j'ai frappé à la porte, carrément. Et telle est la petite conversation qui s'est engagée entre madame et moi. Qui est là? Ah, cette voix aigre, glapissante qu'on aimerait faire rentrer dans la bouche d'un coup de poing. C'est moi, madame. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens faire le cabinet de toilette. Il est fait, allez-vous-en. Et ne venez que quand je vous sonne. C'est-à-dire que je ne suis même pas une femme de chambre ici. Je ne sais pas ce que je suis ici, et quelles sont mes attributions. Et pourtant, habillée, déshabillée, coiffée, il n'y a que cela qui me plaise dans le métier. J'aime à jouer avec les chemises de nuit, les chiffons et les rubans, tripoter les lingeries, les chapeaux, les dentelles, les fourrures, frotter mes maîtresses après le bain, les poudrer, poncer leurs pieds, parfumer leur poitrine, oxygéner leur chevelure, les connaître enfin, du bout de leur mule à la pointe de leur chignon, les voir toutes nues. De cette façon, elles deviennent pour vous autre chose qu'une maîtresse, presque une amie ou une complice, souvent une esclave. On est forcément la confidente d'un tas de choses, de leurs peines, de leurs vices, de leurs déceptions d'amour, des secrets les plus intimes du ménage, de leurs maladies, sans compter que lorsqu'on est à droite, on les tient par une foule de détails qu'elles ne soupçonnent même pas. On en tire beaucoup plus. C'est à la fois profitable et amusant. Voilà comment je comprends le métier de femme de chambre. On ne s'imagine pas combien il y en a, comment dire cela, combien il y en a qui sont indécentes et loufoques dans l'intimité, même parmi celles qui dans le monde passent pour les plus retenues, les plus sévères, pour des vertus inaccessibles. Ah, dans les cabinets de toilette, comme les masques tombent, comme s'effritent et se lézardent les façades les plus orgueilleuses. J'en ai eu une qui avait un drôle de truc. Tous les matins, avant de passer sa chemise, tous les soirs après l'avoir retirée, elle restait nue à s'examiner des quarts d'heure minutieusement devant la psyché. Puis elle tendait sa poitrine en avant, se renversait la nuque en arrière, levait d'un mouvement brusque ses bras en l'air, de façon que ses seins qui pendaient, pauvres loques de chair, remontassent un peu. Et elle me disait « Célestine, regardez donc, n'est-ce pas qu'ils sont encore fermes ?» C'était à pouffer.
d'autant que le corps de madame, oh, quelle ruine lamentable! Quand, de la chemise tombée, il sortait débarrassé de ses blindages et de ses soutiens, on eût dit qu'il allait se répandre sur le tapis en liquide visqueux. Le ventre, la croupe, les seins, des outres dégonflées, des poches qui se vidaient et dont il ne restait plus que des plis gras et flottants. Ses fesses avaient l'inconsistance molle, la surface trouée des vieilles éponges. Et pourtant, dans cet écroulement des formes, une grâce survivait, douloureuse, ou plutôt le souvenir d'une grâce, la grâce d'une femme qui avait pu être belle autrefois et dont toute la vie avait été une vie d'amour. Par un aveuglement providentiel qui atteint la plupart des créatures vieillissantes, elle ne se voyait pas dans son irréparable flétrissure. Elle multipliait les soins savants, les coquetteries raffinées pour appeler l'amour encore. Et l'amour accourait à ce dernier appel. Mais d'où? Ah, que c'était mélancolique. Quelquefois, juste avant le dîner, essoufflée, un peu honteuse, madame rentrait. Vite, vite, je suis en retard. Déshabillez-moi. D'où revenait-elle, avec ce visage fatigué, ses yeux cernés, épuisée jusqu'à tomber comme une masse sur le divan du cabinet de toilette? Et le désordre de ses dessous, la chemise saccagée et salie, les jupons rattachés à la hâte, le corset de travers et délacé, les jarretelles libres, les bas tire-bouchonnés et les cheveux désondulés, à la pointe desquels frissonnait encore la raclure légère d'un drap, le duvet d'un oreiller, et la croûte de fard tombée sous les baisers de sa bouche, de ses joues, mettait à vif les meurtrissures et les plis de son visage, si cruellement comme des plaies. Pour essayer de détourner mes soupçons, elle gémissait. Je ne sais pas ce que j'ai eu, cela m'a pris tout d'un coup, chez la couturière, une syncope. On a été obligé de me déshabiller, je suis encore toute malade. Et souvent, prise de pitié, je faisais semblant d'être la dupe de ces stupides explications. Une matinée, tandis que j'étais auprès de madame, on sonna. Le valet de chambre étant sorti, j'allais ouvrir. Un jeune homme entra, aspect louche, sombre et vicieux, mi-ouvrier, mi-rôdeur, un de ces êtres ambigus comme on en rencontre parfois au bal d'Ourlan et qui vivent du meurtre ou de l'amour. Il avait une figure très pâle, de petites moustaches noires, une cravate rouge. Ses épaules s'engonçaient dans un veston trop large et il se dandinait selon les rites les plus classiques. Il commença par inspecter, avec des regards surpris et troubles, la richesse de l'antichambre, le tapis, les glaces, les tableaux, les tentures. Puis il me tendit une lettre pour madame, en me disant d'une voix traînante, grasseillante, mais impérieuse: « Il y a une réponse. Venait-il pour son compte? N'était-ce qu'un commissionnaire ?» J'écartais cette seconde hypothèse. Les gens qui viennent pour les autres ne mettent pas tant d'autorité dans leur façon d'être et de parler. « Je vais voir si madame y est, fis-je prudemment en tournant la lettre dans mes mains. Et il répliqua: « Elle y est, je le sais, et pas de blague, c'est urgent. » Madame lut la lettre. Elle devint presque livide, et dans cet effroi subit, elle s'oublia jusqu'à balbutier: « Il est là, chez moi. Vous l'avez laissé seul dans l'antichambre. Comment a-t-il su mon adresse ?» Mais se remettant très vite et d'un air détaché: « Ce n'est rien, je ne le connais pas. C'est un pauvre très intéressant. Sa mère va mourir. » Elle ouvrit en hâte son secrétaire d'une main tremblante, en retira un billet de 100 francs. « Portez-lui ça. Vite, vite. Le pauvre garçon. » Ma tige, ne puis-je m'empêcher de grincer entre mes dents. Madame est bien généreuse aujourd'hui, et ces pauvres ont de la chance.
Et j'appuyais sur ce mot de pauvre avec une intention féroce. Mais allez donc, ordonna madame qui ne tenait plus en place. Et puis après ça s'arrange. Quand je rentrais, madame, qui n'avait pas beaucoup d'ordre et qui souvent laissait traîner ses affaires sur les meubles, avait déchiré la lettre dont les derniers menus morceaux achevaient de se consumer dans la cheminée. Je n'ai donc jamais su au juste ce que c'était que ce garçon. Et je ne l'ai pas revu. Mais ce que je sais, ce que j'ai vu, c'est que madame, cette matinée-là, avant de passer sa chemise, ne se regarda pas nue dans la psyché. Et elle ne me demanda point, en remontant ses déplorables seins, « N'est-ce pas qu'ils sont encore bien fermes ?» Toute la journée, elle resta chez elle, inquiète et nerveuse, sous l'impression d'une grande peur. À partir de ce moment, quand madame était en retard le soir, je tremblais toujours qu'elle n'eût été assassinée au fond de quelle bouge. Et comme nous parlions à l'office de mes terreurs, quelquefois le maître d'hôtel, un petit vieux très laid, cynique, et qui avait sur le front une tache de vin, maugréait. Eh bien quoi? Sûr que ça lui arrivera un jour ou l'autre. Qu'est-ce que vous voulez? Au lieu d'aller courir les souteneurs, cette vieille salope, pourquoi elle ne s'adresse pas dans sa maison à un homme de confiance, de tout repos? À vous peut-être, ricanai-je. Et le maître d'hôtel, se rengorgeant parmi tous les pouffements de l'assistance, répliquait « Tiens, je l'arrangerais bien, moi, pour un peu de galette. » C'était une perle que cet homme-là. Mon avant-dernière maîtresse, elle, c'était une autre histoire. Et ce que nous nous en faisions aussi une pinte de bon sang le soir autour de la table, repas fini. Aujourd'hui, je m'aperçois que nous avions tort, car madame n'était pas une méchante femme. Elle était très douce, très généreuse, très malheureuse. Et elle me comblait de cadeaux. Des fois, on est vraiment trop rosse, ça il faut le dire. Et ça ne tombe jamais que sur celles qui se montrèrent gentilles pour nous. Son mari, à celle-là, une espèce de savant, un membre de je ne sais plus quelle académie, la négligeait beaucoup. Non qu'elle fût laide, elle était au contraire fort jolie. Non qu'il courût après les autres femmes, il était d'une sagesse exemplaire. Plus très jeune, et sans doute peu porté sur la chose, ça ne lui disait rien, quoi. Il restait des mois et des mois sans venir la nuit chez madame. Et madame se désespérait. Tous les soirs, je faisais à madame une belle toilette d'amour, des chemises transparentes, des parfums à se pâmer, et de tout. Elle me disait « Il viendra peut-être ce soir, Célestine. Savez-vous ce qu'il fait en ce moment ?» Monsieur est dans la bibliothèque. Il travaille. Elle avait un geste d'accablement. Toujours dans sa bibliothèque. Mon Dieu! Et elle soupirait. Il viendra peut-être tout de même ce soir. J'achevais de la pomponner et, fière de cette beauté, de cette volupté qui était un peu mon œuvre, je considérais madame avec admiration. Je m'enthousiasmais. Monsieur aurait joliment tort de ne pas venir ce soir, car rien qu'à voir madame, sûr que monsieur ne s'embêterait pas ce soir. Oh, taisez-vous, taisez-vous, frissonnait-elle. Naturellement, le lendemain, c'était des tristesses, des plaintes, des pleurs. Ah, Célestine, monsieur n'est pas venu cette nuit. Toute la nuit, je l'ai attendu, et il n'est pas venu. Et il ne viendra jamais plus. Je la consolais de mon mieux. C'est que monsieur est sans doute trop fatigué avec ses travaux. Les savants, ça n'a pas toujours la tête à ça. Ça pense à on ne sait quoi. Si madame essayait des gravures avec monsieur, il paraît qu'il y a de belles gravures auxquelles les hommes les plus froids ne résistent pas. Non, non, à quoi bon? Et si madame faisait tous les soirs servir à monsieur des choses très épicées, des écrevisses? Non, non,
Je vous appellerai Elle secouait Marie, tristement si la vous voulez tête. bien. C'est très Il ne gentil m'aime aussi, plus. et c'est cool. Voilà mon Et puis malheur. toutes mes femmes Il de ne m'aime chambre, plus. je les ai appelées Marie. Alors, C'est une timidement, habitude à sans laquelle je haine, serais d'un regard désolée de plutôt renoncer. implorant, elle Je m'interrogeait. préférerais renoncer à la personne. Célestine, soyez Ils franche ont avec tous moi. cette bizarre Monsieur manie de ne vous a vous jamais appeler poussé par dans un votre nom coin? véritable. Il ne vous a Je jamais ne m'étonnais embrassé? pas trop, Il moi, ne à vous qui a l'on a donné jamais... déjà tous les noms de toutes les Non, saintes du cette calendrier. idée. Il insista. Dites-le-moi, Célestine. Ainsi, cela ne vous Je déplaît m'écriais. pas, je vous appelle Marie. Bien sûr que C'est bien non, entendu. madame. Mais Oh, oui, monsieur se moque bien de ça. Et puis, Jolie est-ce que fille. madame s'imagine que Bon je voudrais faire de la caractère. peine à madame? Bien, bien. Il faudrait me le Il dire, m'avait dit tout supplia-t-elle. cela d'un air Vous êtes une belle enjoué, fille. extrêmement Vos yeux sont si respectueux, amoureux. et sans me Vous devez dévisager, avoir un sans si fouiller beau d'un regard corps. déshabilleur mon corsage, Elle m'obligeait à lui tâter comme les font en mollets, général la les hommes. poitrine, les À peine bras, fini de les regarder. hanches. Elle Depuis le comparait les moment où parties il de était son entré corps dans aux le parties salon, correspondantes ses du yeux mien, restaient avec un tel obstinément oubli de fixés toute sur mon pudeur petit. que gênée, Vous en rougissante, avez je me demandais d'autres si ce demanda-t-il n'était pas un après un truc court de la part de silence, pendant madame, lequel il me et sembla si que sous son cette regard était affliction devenu de femme étrangement délaissée, brillant. elle ne cachait point D'autres l'arrière-pensée noms, d'un désir pour Non, moi, mon enfant, d'autres et elle ne bottines. cessait de gémir. Et il passa sur Mon ses Dieu, lèvres, mon à petits Dieu! coups, une Pourtant, longue voyons, effilée je à la ne suis pas manière une de vieille chatte. femme. Je ne suis Je pas ne répondis laide. pas tout de suite. N'est-ce pas que je n'ai Ce point un nom gros de ventre? bottine, qui N'est-ce me pas que rappelle mes chairs l'expression sont des voix fermes les et douces? polissonnes du cocher, Et j'ai tant m'avait d'amour, attirée. si vous saviez, tant Cela avait d'amour au donc un cœur. sens. Souvent, elle éclatait en sanglots, sanglots, se jetait sur le divan et la tête enfouie dans un coussin pour étouffer ses larmes, elle bégayait. « Ah, n'aimez jamais, Célestine, n'aimez jamais. On est trop, trop, trop malheureuse. » Très verni. Une fois qu'elle pleurait Mais plus oui, fort qu'à monsieur. j'affirmais Bien, brusquement, bien. Et en cuir moi, à la jaune. place de madame, Je je n'en ai prendrais pas, un amant. monsieur. Madame Il est faudra en une avoir. trop belle femme Je pour vous en rester comme donnerai. ça. Merci, monsieur. Elle fut comme Bien, effrayée bien. de mes paroles. Tais-toi. Taisez-vous, oh, taisez-vous, s'écria-t-elle. J'insistais. Mais toutes les amies de madame en ont des amants. Taisez-vous. Ne me parlez jamais de cela. Mais puisque madame est si amoureuse, avec une impudence tranquille, je lui citais le nom d'un petit jeune homme très chic qui venait souvent à la maison. Et j'ajoutais un amour d'homme. Et comme il doit être adroit, délicat avec les femmes. Non, non, taisez-vous. Vous ne savez pas ce que vous dites. Comme madame voudra. Moi, ce que j'en fais, c'est pour le bien de madame. Et obstinée dans son rêve, pendant que monsieur, sous la lampe de la bibliothèque, alignait des chiffres et traçait des ronds avec des compas, elle répétait « Il viendra peut-être cette nuit ». Tous les jours à l'office, durant le petit déjeuner, c'était l'unique sujet de notre conversation. On s'informait auprès de moi. « Eh bien, quoi? Est-ce que monsieur a marché, enfin ?»« Rien, toujours. » Vous pensez si c'était là un thème admirable pour les grasses plaisanteries, les allusions obscènes, les rires insultants. On faisait même des paris sur le jour où monsieur se déciderait enfin à marcher. À la suite d'une discussion futile, où j'avais tous les torts, j'ai quitté madame. Je l'ai quitté salement, en lui jetant à la figure, à sa pauvre figure étonnée, toutes ces lamentables histoires, tous ces petits malheurs intimes, toutes ces confidences par quoi elle m'avait livré son âme, sa petite âme plaintive, bébête et charmante, assoiffée de désir. Oui, tout cela, je le lui ai jeté à la figure, comme un paquet de boue. Et j'ai fait pire. Je l'ai accusé des plus sales débauches, des passions les plus ignobles. Ce fut quelque chose de hideux. Il y a des moments où c'est en moi comme un besoin, comme une folie d'outrage, une perversité qui me pousse à rendre irréparable des riens. Je n'y résiste pas, même quand j'ai conscience que j'agis contre mes intérêts et que j'accomplis mon propre malheur. Cette fois-là, j'allais beaucoup plus loin dans l'injustice et dans l'insulte ignominieuse. Voici ce que je trouvais. Quelques jours après être sortie de chez madame, je pris une carte postale
et de façon à ce Les que yeux tout le de monde monsieur, pût la lire je dans ne la voyais maison, que deux j'écrivis petites cette lèvres jolie blanches prises missive. de rouge, et Oui, sa j'eus bouche l'aplomb était tout d'écrire entière ceci. barbouillée d'une sorte Je vous de préviens, bave madame, savonneuse. que je vous renvoie en port Enfin, payé il tous emporta les mes bottines et soi-disant durant cadeaux 2 que vous heures, m'avez il faits. s'enferma Je avec suis elle une dans fille sa chambre. pauvre, mais j'ai trop Vous de plaisez beaucoup à dignité et monsieur, j'aime trop la me dit la propreté gouvernante en pour me montrant conserver la les maison. sales Sachez nippes que cela dont vous vous continue. êtes La place est débarrassé bonne. en me les donnant au lieu de 4 les jours jeter après, comme elles le le matin, méritaient à l'heure aux ordures habituelle, de la rue. en allant Il ouvrir ne les faut pas fenêtres, que vous vous j'ai failli imaginiez, m'évanouir parce que je n'ai d'horreur pas dans un la sou, chambre. que je consente à porter Monsieur sur était moi mort, vos dégoûtants jupons, étendu par sur le dos, exemple, au dont milieu l'étoffe du est lit, le mangée et corps toute presque jaune, entièrement à nu. force que On vous y sentait avez déjà en pissé lui et dedans. sur J'ai lui l'honneur la de vous rigidité saluer. du cadavre. C'était Il ne s'était tapé, point soit. débattu. Sur les couvertures, Mais c'était bête nul aussi. désordre. D'autant plus Sur le bête que, drap, comme je pas la l'ai déjà moindre dit, trace de madame lutte, s'était de toujours soubresaut, montrée d'agonie, généreuse de envers mains moi, crispées au qui point que cherchaient à ses étrangler affaires, la que je mort. me gardais Et bien de j'aurais lui cru qu'il renvoyer dormait d'ailleurs, si son je les visage vendis ne le s'était lendemain violet, 400 francs violet, à une marchande de affreusement, la de ce toilette. violet sinistre qu'ont les N'était-ce point aubergines. seulement la forme irritée du Spectacle dépit où je me terrifiant trouvais qui, plus d'avoir encore que quitté son une visage, place me secouait exceptionnellement d'épouvante. agréable, comme on n'en rencontre Monsieur pas tenait beaucoup dans une serrée dans existence ses de dents femme de une de chambre, mes une bottines, maison où il si y avait tant durement de serrée coulage, dans ses où l'on nous dents donnait tout à qu'après gogo, d'inutiles comme des et princes. horribles efforts, je fus Oh, et obligée puis d'employer zut, le on n'a pas le cuir temps et le d'être juste rasoir avec pour ses la maîtres. vapeur arrachée. Et tant pis, ma Je ne foi. suis pas une Il sainte. faut que les bons J'ai paient pour les connu mauvais. bien des hommes et je sais Avec par tout ça, expérience que toutes les vais-je faire folies, ici, toutes les dans ce saletés dont trou ils de sont capables. province, avec Il une y a un pain homme beige comme comme est ma monsieur. nouvelle maîtresse? Ah, vrai. Je n'ai Est-ce pas à que de rêver de l'autre pareilles même qu'il aubaines, existe des ni types espérer comme de ça? semblables Et distractions. où vont-ils Je chercher ferai du toute leur ménage embêtant, imagination? de la Quand c'est couture si qui simple, m'assomme, quand c'est rien si d'autre. bon de s'aimer gentiment, Ah, comme quand tout je le me monde. rappelle les places où j'ai Je crois bien servi, qu'ici, cela rend ma il ne situation m'arrivera encore rien de plus pareil. triste, C'est plus évidemment un autre insupportablement genre ici. triste. Mais J'ai est-il bien envie de meilleur? m'en aller, de Est-il tirer ma révérence pire? une bonne Je fois n'en sais à rien. ce pays de Il y a sauvages. une chose qui me tourmente. Tantôt, j'ai J'aurais croisé dû monsieur dans peut-être en l'escalier. finir une Il bonne partait pour la fois avec chasse. toutes ces Monsieur sales m'a regardé places d'un et air sauter le polisson. pas, Il carrément, m'a de la encore demandé: domesticité dans la Eh galanterie, bien, ainsi que Célestine, tant d'autres est-ce que que vous j'ai vous connus habituez et qui, ici? soit dit sans orgueil, Décidément, étaient c'est une moins manie. avantageuses J'ai que répondu: moi. Je ne sais Si pas je ne suis encore, pas monsieur. ce qu'on appelle Puis, jolie, je effrontément: suis mieux. Et Sans monsieur, fatuité, est-ce qu'il je puis dire que s'habitue, j'ai pris lui? mon temps. Un Monsieur a chic, bien des pouffé. femmes du Monsieur monde prend et bien bien la des cocottes plaisanterie. m'ont souvent Monsieur enviée. est vraiment Un bon peu enfant. grande peut-être, mais Il souple, faut vous habituer, mince et bien Célestine. Il faite. faut vous De très beaux habituer, cheveux blonds, sapristi. de très beaux yeux J'étais bleus, en veine de foncés, hardiesse. excitants et J'ai encore éblouissants. répondu: Une Je bouche tâcherai, monsieur, audacieuse, avec l'aide enfin, de une monsieur. manière d'être originale Je et crois que monsieur voulait me dire très quelque chose de et très langoureux raide. à la Ses fois. yeux Mais brillaient non, comme deux j'aurais pu braises, mais réussir. madame est apparue en haut de Mais l'escalier. outre que j'ai manqué Monsieur a par ma filé de son faute côté, des moi du occasions mien. C'est épatantes et dommage. qui ne se retrouveront probablement Ce soir, à plus, travers la porte j'ai du eu peur. salon, j'ai J'ai entendu eu peur madame car on ne qui sait disait pas à où cela monsieur, vous mène. sur ce ton J'ai aimable frôlé que tant vous de pouvez misères dans soupçonner: cet ordre-là. Je ne veux J'ai pas qu'on soit reçu tant de familier avec mes lavements et de domestiques. confidences. C'est Ces domestique. tragiques calvaires Est-ce que de les dégoût domestiques de à madame ne l'hôpital. sont pas les domestiques de monsieur? Et Ah, puis, bien vrai. l'enfer de Saint-Lazare, ça donne à réfléchir et à frissonner. Qui me dit aussi que j'aurais eu, comme femme, le même succès que comme une femme de chambre. Le charme si particulier que nous exerçons sur les hommes ne tient pas seulement à nous, si jolis que nous puissions être. Il tient beaucoup, je me rends compte, au milieu où nous vivons, au luxe, aux vices ambiants, à nos maîtresses elles-mêmes et aux désirs qu'elles excitent. En nous aimant, c'est un peu d'elles et beaucoup de leurs mystères que les hommes aiment en nous. Mais il y a autre chose. En dépit de mon existence dévergondée, j'ai, par bonheur, gardé en moi, au fond de moi, un sentiment religieux très sincère qui me préserve des chutes définitives et me retient au bord des pires abîmes. Ah, si l'on n'avait pas la religion, la prière dans les